Pour comprendre comment les discriminations peuvent s'exprimer de manière aussi violente dans notre société alors que la loi l'interdit formellement, il faut remonter au processus de discrimination, c'est-à-dire comment, chez un être humain, on peut être amené à discriminer une personne, qu'est-ce qui explique cette nécessité pour l'être humain de se différencier des autres, voire de rejeter les autres parce qu'ils ont une différence qui leur pose question, problème, les gêne, ou simplement par idéologie aussi, hein, raciste, sexiste, homophobe. Ces personnes cherchent à exclure les autres en raison de cette différence, quelle qu'elle soit. Alors, pour commencer, on va déjà comprendre d'où ça vient. Alors, comme vous le voyez à l'écran, il y a ce qu'on appelle le processus de discrimination, c'est la spirale de la discrimination, qui part du stéréotype, qui amène au préjugé. Le préjugé amène la stigmatisation, à la discrimination, et la discrimination a pour conséquence l'exclusion, l'élimination. Ça, c'est le schéma général. Si vous voulez voir plus en détail ce qui est écrit, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo. Moi, je vais aller assez vite là-dessus pour détailler un certain nombre de points pour que vous appréhendiez bien cette question. Alors, ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que notre cerveau, il fonctionne d'une manière très précise, c'est que notre cerveau ne peut pas enregistrer toutes les informations qu'il enregistre. Donc, il est obligé de faire des raccourcis pour lui permettre de euh, catégoriser ces informations similaires. La difficulté étant, c'est que cette catégorisation, c'est ce qui va produire par la suite les stéréotypes. Alors en psychologie sociale, la catégorisation se définit par le processus selon lequel les objets sensoriels, perceptifs ou cognitifs sont classés dans des groupements basés sur leur similarité ou leur équivalence. Il y a catégorisation lorsque les critères fondant les perceptions et les jugements sont socialement construits et ou transmis. Donc ça veut bien dire qu'il n'y a rien de naturel dans tout ça. On reprendra un exemple tout à l'heure sur la question de l'égalité filles-garçons, sur la question de la couleur. Eh bien, on verra qu'il n'y a rien de naturel dans tout ça. Tout est une construction, le résultat d'une construction sociale, pardon. Celui qui a permis de définir ça, c'est Allport, un psychologue, qui a défini dans les années 50 la catégorisation comme des généralisations subjectives et abusives décrivant les caractéristiques des membres des groupes sociaux. La création de catégories est donc indispensable pour comprendre le monde qui nous entoure, mais en même temps, on doit être vigilant sur ces représentations parce que l'environnement dans lequel on évolue va induire ces stéréotypes dont on va parler juste après. Donc quand on parle de stéréotypes, la définition, c'est représentation collective, caricaturale, généraliste d'un groupe sur un autre. Il est dicté par le groupe d'appartenance du sujet issu de quelques faits étendus à l'ensemble d'un groupe via des généralisations. Par exemple, vous allez avoir le stéréotype de la femme blonde qui est jolie, mais plutôt stupide. Que la rousse est une sorcière et que la brune est une acariâtre à caractère sanguin, type méditerranéen. Euh, le belge est idiot, le français est chauvin et raciste, l'italien est séducteur. euh, Si on veut aller plus loin dans des exemples plus graves, l'arabe est voleur, le noir est feignant. Voilà, l'handicapé est un bon à rien, le vieux est un râleur qui ne pense qu'à la retraite, et le jeune n'est qu'un branleur délinquant, drogué, alcoolique, fêtard, accro au téléphone portable, aux réseaux sociaux, incapable de se lever le matin. Mais comme c'est un stéréotype, il n'y a pas forcément de jugement de valeur. On dit aussi que le jeune est dynamique, ce qui n'est pas forcément le senior dans la représentation que l'on a de notre société. Concernant la catégorie d'âge, puisque je suis là-dessus, ça se traduit concrètement. Le taux de chômage des moins de 25 ans et des plus de 50 ans en France est 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Ça veut bien dire que, au-delà de problématiques objectives d'insertion ou de maintien de l'emploi, il y a clairement des questions de discrimination qui ne sont pas suffisamment abordées. Ces stéréotypes se transmettent de génération en génération de différentes manières, par l'éducation familiale, par les pères, par notre environnement social. Voilà, si vous habitez en milieu rural ou en milieu urbain, déjà,
ça va induire des représentations sur l'autre qui vont être plus ou moins différentes. En milieu rural où j'habite, la diversité ethnique est très très peu présente. Donc forcément, ça va plus favoriser le développement de stéréotypes, voire de préjugés racistes, alors qu'il y en aura moins en milieu urbain parce qu'on vit avec la diversité. Ce phénomène, il est parfois renforcé par les médias pour faciliter certes sa compréhension, enfin du moins la compréhension d'une information, mais qui peut être aussi un obstacle au dialogue. On le verra par la suite avec un exemple sur le, le milieu culturel, voilà, le cinéma, comment le cinéma induit des stéréotypes. Donc, pour prendre un exemple, voici un stéréotype. Je vous laisse 10 secondes pour réfléchir à la nationalité de ce personnage et ensuite je vous le détaillerai juste après. Alors, ce stéréotype, c'est le stéréotype du français. Pourquoi? Parce qu'il y a le béret, la moustache, la cigarette, le vin, la baguette de pain, la marinière et l'escargot. Ça, ce stéréotype, c'est le stéréotype du français vu par les étrangers. Je rappelle que la France est le premier pays touristique au monde, du moins avant la crise Covid, puisque nous sommes 67 millions d'habitants et que nous accueillons chaque année 85 millions de touristes par an. Donc voilà, c'est notre représentation du point de vue des touristes étrangers. L'escargot parce qu'on en mange, bien évidemment, et que ça dégoûte pas mal de touristes étrangers, notamment si vous avez l'occasion de revoir l'épisode 2 de Transformers. Il y a une scène où les parents du héros voyagent autour du monde et la maman veut absolument goûter les escargots, donc on les voit attablés dans un bistrot et elle goûte les escargots, elle déteste ça, bien évidemment. Mais c'est le, le fait que cette scène soit présente dans ce film, ça prouve bien que le réalisateur cherche à montrer que les parents voyagent et donc il faut utiliser des stéréotypes pour permettre aux spectateurs, notamment américains, de comprendre où se passe la scène. Le pain n'est pas une invention française, mais la baguette en est une. Le vin, parce qu'on produit des grands crus. La tenue vestimentaire, bah, c'est typique, voilà, pour les étrangers. C'est comme ça qu'on serait. Et puis la cigarette, parce qu'on a aussi été un gros producteur de tabac et que c'était très chic pendant très longtemps d'être fumeur. Voilà, c'était la classe. On fumait à la table d'un bistrot, dans un bar, dans une salle de jazz. Voilà, c'est du côté chic qui aujourd'hui n'est plus du tout en vogue, mais qui est toujours présent dans l'esprit des touristes. Et puis j'ai oublié un élément plus qu'essentiel, c'est la couleur de peau. La couleur du peau du français est blanche. Du coup, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous vous identifiez à ce personnage? Est-ce que vous vous identifiez à ce stéréotype? Partiellement peut-être, peut-être même pas du tout, mais c'est la représentation que l'on a qu'ont les étrangers sur nous. Quant à la question de la couleur de peau, bien évidemment, notre société est bien plus diverse que cela, mais c'est pourtant la représentation qu'a la majorité des étrangers. Et ce qui vaut parfois des polémiques dans le milieu sportif lorsque certains politiques de bord extrême affirment que les équipes de France, il y a trop de noirs et d'arabes dans les équipes de France. Voilà. Donc c'est bien là l'expression d'un préjugé raciste cette fois-ci qui induit voilà, cette image que la France devrait être blanche. Non, ce n'est pas le cas. Les vagues migratoires ont toujours existé en France, il n'y a pas de raison que ça change. Alors, comme je vous le disais, les médias, notamment le cinéma, renvoient ce stéréotype. Vous avez The Mask en 1994, Les Indestructibles en 2007, avec le docteur Falamour, qui, dans la version originale, parle en français d'ailleurs. Mais ça, on ne s'en rend pas compte parce qu'en France, on double les voix, du coup, on n'a pas conscience des subtilités qu'offrent parfois certains films ou dessins animés.
La série sur Netflix Sense8, où on voit voilà, le stéréotype du français. Alors là, il a carrément 5 ou 6 baguettes de pain dans les bras. Il a bien il a la moustache, le béret, la marinière. Il a même le petit foulard pour faire titi parisien. Et puis on a aussi Pépé le Putois, voilà, qui est le dragueur invétéré de Warner Bros. D'ailleurs, qui lui a valu d'être coupé dans le dernier Space Jam 2, parce que assimilé à du harcèlement sexuel. Voilà, on est dans un contexte où euh, la question du consentement, de la relation homme-femme, sur la question des violences sexuelles, voilà, c'est un sujet qui est dans notre société depuis maintenant 4 ans, pour de bonnes raisons. Et il faut que ça bouge. Le sport en est particulièrement concerné, hein. Je fais une petite aparté, mais lors de la conférence sur la prévention des violences sexuelles la semaine dernière, le ministère des Sports a annoncé 400 signalements, avec, de mémoire, plus de 200 éducateurs sportifs qui sont à l'heure actuelle suspendus à titre préventif, voire définitivement, donc avec perte de carte professionnelle. Et puis, il y a un symbole pour parler de la France, c'est la Tour Eiffel. Un film américain sans Tour Eiffel n'est pas un film américain. Du moins quand ça se passe en France. D'ailleurs, pour les étrangers, il n'y a que 2 villes en France, Paris et Marseille. Le reste n'existe pas ou peu. Il y a les plages du débarquement quand même, mais c'est tout. Un exemple, je n'en ai pas détaillé plus que ça sur The Mask, mais je vais vous montrer un exemple, donc là, de l'extrait de Séduction de Jim Carrey qui joue The Mask envers le personnage joué par Cameron Diaz, en version originale. Et je vous invite à être attentif aux mots français qui sont utilisés parce que dans la version française, il a un accent italien. Et du coup, il n'y a pas la subtilité du stéréotype qu'il y a dans la version originale. Je vous la laisse regarder et puis je vous donnerai tous ces... Voilà, je vous commenterai la vidéo juste après. Stanley? Stanley! Hello, chérie. Où est ta guerre? Is it fate? Is it meant to be? Is it written in the stars that we are destined to fraternize? I'd like to think so! Kiss me, my dear, and I will reveal my croissant. I will spread your pâté. I will dip my ladle in your vicious walls. Oh! She is so coy. I love it! Our love is like a red, red rose, and I am a little foreigner. Je t'adore. Je t'adore. Je the window. I don't care. This is Kellaway. I need backup and I need it now. Cigarette? No? Now, like Napoleon, I will divide and conquer. Ipkiss! Police! Merde. Voilà, là on retrouve différents mots associés aux Français, croissant, vichyssoise, cigarette, merde, oui parce que les Français sont vulgaires. Voilà, on voit bien que par la terminologie utilisée, ça n'a pas du tout la même valeur cinématographique de le laisser en version originale que de le mettre en version française. Du coup, quelle est, nous, notre représentation de l'américain en France? Eh bien, c'est celui-ci. Le français pense que l'américain, il est gros, patriotique, et il passe son temps à manger des hamburgers. Ça, c'est vraiment le cliché typique des Américains que l'on a sur les Américains, qui là aussi s'appuie sur des faits réels, mais qui relève quand même d'une définition stéréotypée, parce que tous les Américains n'aiment pas les hamburgers, ils ne sont pas tous patriotiques, et bien évidemment, ils ne sont pas tous obèses. Alors, pour donner quelques éléments qui sont les miens, hein, mais vous en avez peut-être d'autres références culturelles associées aux États-Unis,
Pour moi, s'il y a un monument, c'est la Statue de la Liberté. Souvent dans les films catastrophes, c'est avec le Capitole les deux monuments qui sont systématiquement détruits. Avant, il y avait le World Trade Center, mais comme il n'existe plus, forcément, ça n'apparaît plus dans les films. Le sport, le baseball, le basketball, le rugby américain. Mais un Américain n'est rien sans armes. Roulant sur la route 66 avec son énorme pick-up, en écoutant du rap, en direction du Grand Canyon. Voilà, ça c'est ma représentation de l'Amérique, enfin des États-Unis. Peut-être que vous êtes d'accord avec une partie ou la totalité de ces stéréotypes, mais voilà, ça relève de clichés que l'on a sur les États-Unis. Alors, je disais tout à l'heure qu'on allait parler de la couleur, justement, comme quoi la couleur, pour la question de l'égalité filles-garçons, avait une incidence et que c'était une construction culturelle et non pas quelque chose de naturel. Voici 2 pages de catalogue de jouets qui datent d'il y a maintenant une dizaine d'années. On a très clairement 2 pages distinctes. À gauche, une page pour les garçons, représenté par un garçon qui joue dehors, parce que le garçon il doit jouer dehors, il doit se défouler, il doit se dépenser, qui joue avec des jouets en rapport avec la force, la sécurité, la protection, parce que l'homme doit être fort, il doit protéger la veuve et l'orphelin, voilà. Et puis à droite, vous avez une jeune fille qui fait le repassage hein, avec des jouets, avec le ménage, pour faire le ménage, parce que voilà, c'est les attributs sociaux que l'on donne aux filles, c'est qu'elles doivent jouer à l'intérieur. Elles ne jouent pas dehors, hein, parce que dehors c'est dangereux. Elles doivent jouer à l'intérieur et elles doivent se préparer à être de futures bonnes ménagères. Ça, c'est des choses qui existent encore aujourd'hui. J'ai eu une discussion avec des élèves de collège la semaine dernière. Un élève m'évoquait que sur le dernier catalogue de Noël qu'il avait vu l'an dernier, il y avait carrément les pages bleues et les pages roses qui étaient toujours présentes dans certains catalogues de jeux, alors que l'on sait que c'est stéréotypé. Parce que quand vous interrogez les enfants sur leur couleur préférée, c'est pas du tout la réponse qu'ils donnent. Chez les filles, majoritairement, ça reste le bleu. Seuls 10% des filles aiment le rose. Et chez les garçons, le bleu est présent, mais on a aussi le rouge, le jaune, le vert, l'argenté, le violet, le noir. Il n'y a pas une tendance forte. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que les garçons c'est le bleu et les filles c'est le rose? Tout ça, c'est des constructions sociales dues à des effets de mode qui ont perduré, qui rassurent en même temps. Les stéréotypes rassurent un certain nombre de personnes en disant bah oui, mais c'est comme ça qu'ils font penser, c'est plus facile. Il n'y a pas besoin de réfléchir, il n'y a pas besoin de se creuser la tête. Et pourtant, tout ça, ça a des conséquences, puisque une étude européenne en 2007 a montré que, concluait par la phrase suivante, dis-moi à quoi tu jouais étant enfant, je te dirai quel métier tu feras plus tard. Tout ça pour dire que l'éducation que l'on donne à nos enfants les aide à se construire, mais aussi à intégrer nos propres stéréotypes. Et c'est là où c'est dangereux. Et vous, dans une approche professionnelle, vous devez être vigilant à ne limiter la transmission des stéréotypes, dont le fait de prendre connaissance et d'avoir conscience soi-même que l'on est porteur de ces stéréotypes. Pour finir sur la page du catalogue de jouets des filles, j'ai grossi le commentaire pour la table à repasser, idéal pour repasser comme maman. Comme si c'était quelque chose de naturel chez les femmes. Il y a juste à voir, lorsqu'il y a la fête des mères, les magasins sont à fond dans les clichés sexistes avec du rose partout, des promotions sur l'électroménager, comme s'il y avait que les femmes, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est aussi une question politique, c'est un choix de couple d'aller vers l'égalité des sexes. Il ne s'agit pas. Alors, j'ai pas un discours ultra égalitaire, je suis plus dans une démarche équitable, c'est-à-dire que je pense que dans un couple, à moins de faire le même métier avec les mêmes horaires, c'est difficile d'être dans l'égalité absolue dans la répartition des tâches ménagères. Par contre, d'essayer de tendre vers une équité pour que chacun y trouve son équilibre, je pense que c'est important. C'est pas simple, mais c'est important. Mais ça, c'est un point de vue personnel. On retrouve aussi voilà, des questionnements sur voilà, le panneau de signalement des toilettes à l'aéroport d'Orly en 2013, où pour changer les couches d'un bébé, il faut aller dans les toilettes des femmes.
Que fait-on si le père est seul avec ses enfants? Doit-il aller dans les toilettes des femmes ou fait-il ça dans l'espace public? Eh bien, pour avoir vécu ça, je vais dans les toilettes des femmes. Et puis on a des choses un peu plus trash quand même. France Carrelage, donc c'est une publicité qui est présente sur la commune de Ménilraoul, donc qui se situe à l'est de Rouen, sur la RN 14, et qui a fait l'objet de 2 condamnations à être retirées par le jury de déontologie de la publicité. Le chef d'entreprise refuse, estimant qu'il n'y voit rien de mal. Bon, moi j'ai un peu de mal à comprendre le fait que pour vendre du carrelage, il faut une femme en tenue, voilà, avec cette tenue, j'ai du mal à piger, d'autant plus qu'aujourd'hui, tout ce qui est décoration, choix de maison, etc., c'est plus les hommes qui décident, hein, ça fait bien longtemps que ce n'est plus le cas, ce sont majoritairement les femmes. Enfin, pour terminer sur ce point, revenir sur les jeux et les jouets, on a aussi maintenant des catalogues qui évoluent, les mentalités évoluent, hein, on voit que ça bouge. Aujourd'hui, les hommes ont le droit à un congé paternité plus important. Voilà, ça, c'est des choses qui avancent dans le bon sens. Pour prendre un congé parental, si l'un des deux le prend, pour bénéficier de la CAF, il faut que le deuxième prenne également ce congé parental. On essaye de pousser à ce que on aille vers cette égalité. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de freins. Sur le congé paternité, par exemple, les chiffres, il y a 7-8 ans, on était à seulement à 2 tiers des pères qui prenaient leur congé paternité, et dans ces 66%, 90% ne le prenaient pas entièrement, hein. Parce que refus de l'employeur, parce que l'employeur met la pression, parce que le père lui-même se dit ouais mais bon, je peux pas m'absenter trop longtemps au travail. Oui, après c'est des choix de vie à avoir, mais en tout cas ça révèle bien qu'il y a encore beaucoup beaucoup de travail à faire. Pour finir sur l'égalité femmes-hommes, voilà, on a parlé de nationalité, égalité femmes-hommes, je pense que c'est deux stéréotypes qui parlent bien aux gens. Concernant l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, si on veut atteindre l'égalité parfaite entre les hommes et les femmes, à la vitesse où on avance, il faudra attendre 2172. C'est pour dire qu'il y a encore beaucoup de travail. Voilà, ça c'était quelques exemples pour illustrer mon propos. Maintenant, je vais vous montrer qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'effet de normalisation. C'est l'expérience de Sheriff qui l'a montré. Ce psychologue avait demandé à des sujets à se prêter un jeu en les installant dans une pièce sombre et en leur demandant de déterminer si un point lumineux était en mouvement ou pas. Dans la première condition, on met un sujet seul, puis on laisse entrer un groupe pour répondre. Et dans la seconde condition, c'est l'inverse. Eh bien, on se rend compte que si, dans les deux cas, l'individu va adopter la valeur du groupe, quelle que soit la situation. Ce qui prouve bien qu'on est toutes et tous amenés à rechercher une forme de normalisation parce que c'est rassurant, parce que ça permet aussi d'avoir des points communs avec les autres, de trouver des passerelles de communication, et que du coup c'est compliqué pour une personne qui ne s'identifie pas à tout ça, qui se met en marge, hein. On parlait des marginaux, hein, je me souviens par exemple quand j'étais enfant, on parlait des punks comme étant des marginaux. Aujourd'hui, les punks, ils sont parents, voire grands-parents, et voilà, la plupart ont quitté la rue, ont une vie tout à fait normale. Voilà, il n'y a pas d'effet. Mais en tout cas, l'effet de normalisation est un des facteurs qui maintiennent certains de ces stéréotypes. On a aussi l'effet de conformisme. Là, c'est l'expérience de H. L'expérience consistait en fait à mettre un sujet dans une pièce et on lui demandait de dire quel était le trait de la même longueur que le trait témoin qui est à gauche. Eh bien, et ensuite on faisait venir un groupe. Sur l'ensemble des réponses, 30% étaient des conformistes. C'est-à-dire que même si le groupe, ah oui, excusez-moi, le groupe adoptait une réponse qui était forcément fausse. Et donc la A ou la B, parce que c'est la C qui est de la même longueur. Donc si le sujet dit C tout seul, avec le groupe, si le groupe dit B, eh bien l'individu, dans 30% des cas, prendra la réponse du groupe B.
enfin du groupe, pardon. Ce qu'elle montre bien, avec cet effet de conformisme et avec la normalisation, que on peut très vite se laisser influencer par les autres, se laisser emmener par les autres, ce qui explique un certain nombre de, de comportements, les effets de groupe, les effets de bande. On en a parlé il n'y a pas longtemps, hein, qui sont pas nouveaux d'ailleurs. On a l'impression que c'est Bagdad dans les quartiers, que les rixes entre jeunes, c'est nouveau. Je vous invite à rechercher les Apaches au début du XXe siècle. Vous allez voir, c'était une autre histoire et c'était déjà des bandes de jeunes. Donc voilà, qu'on ne leur fasse pas alors que c'est des phénomènes qui sont bien anciens. Ensuite, dans les facteurs, vous avez aussi la socialisation, c'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, la manière dont on évolue dans la société, des relations sociales que l'on adopte, on va adopter plus ou moins certains préjugés et stéréotypes et pas d'autres. Et donc cela nous permet de faire l'apprentissage de normes et de valeurs qui vont nous caractériser. On a aussi les médias, j'en ai parlé tout à l'heure, je vais le donner par deux exemples, mais les médias ont parfois un effet de prisme sur des faits d'actualité euh, qui concernent finalement que peu de personnes. Les politiques le font parfois avec, je me souviens de la loi sur l'interdiction de la burqa en 2010, qu'on a appelée loi interdisant de dissimuler son visage dans l'espace public. Cette loi-là, elle avait pour but clairement d'interdire la burqa dans la société française, qui à l'époque ne concernait que 2000 personnes. Et pourtant, tel que c'était présenté politiquement et médiatiquement, on avait l'impression que c'était un phénomène de masse. 2000 personnes sur 67 millions d'habitants, pour moi, c'est un micro-phénomène, voire encore moins. Et ça arrive souvent que l'on mette en avant des situations qui ne représentent qu'une minorité. Regardez les débats qui ont lieu à la télé, notamment sur CNews ou sur BFM TV. Les gens qui débattent, le truc de Pascal Pro, là, notamment, les gens qui y parlent, ils sont pas là pour dire la vérité, ils sont là pour faire du sensationnalisme en utilisant tous les clichés possibles et imaginables qui vont permettre de faire de l'audience. Et la preuve, ça marche, en plus. Voilà, TPMP, la télé-réalité, tout ça, c'est des clichés qui représentent que peu de personnes, mais qui influencent beaucoup de monde. On a également, donc dans les exemples, voilà, on parlait de Rix, là ça date de 2011, eh bien on précise bien que ce sont des jeunes. D'ailleurs, vous le verrez, hein, souvent dans les articles de presse ou même à la radio ou à la télé, on va préciser des fois quand c'est une personne de nationalité étrangère, quand c'est une personne issue de la communauté des gens du voyage, quand c'est des jeunes, etc. Tout ce qui permet de stigmatiser des minorités, ça le fait. Et c'est souvent, non pas fait de façon idéologique comme on pourrait le croire, mais souvent fait de façon inconsciente. Et puis on a des choses comme ça, des grosses boulettes. Alors je vais vous contextualiser l'image parce que elle est peut-être pas très nette à votre écran. C'est une capture d'écran d'une télé cathodique d'un documentaire que j'avais enregistré sur un magnétoscope, donc ça date d'il y a très longtemps, qui s'appelle Fait divers à la une, qui est introuvable hélas parce que je trouve que c'est un super outil pédagogique. C'est sur la manière dont le documentaire aborde la médiatisation des banlieues de leur création à nos jours. Et pour aborder la question des banlieues, on aborde aussi la question de la délinquance. Et là, on est sur un graphique réalisé par France 2 en 1994 pour présenter les chiffres de la délinquance du ministère de l'Intérieur et en particulier de la délinquance des mineurs. On voit une forte augmentation de la délinquance des mineurs. Mais ce qui est choquant, c'est pas tant les chiffres, c'est surtout la représentation que l'on a du stéréotype du délinquant mineur. Sweat, casquette, basket, voilà, on devine bien la tenue. Et ça, c'est coller une étiquette sur les jeunes parce que c'était à la mode à l'époque, et que du coup, tous ceux qui s'habillent comme ça, voilà, le spectateur lambda, il va se dire, bah, tous les délinquants, ils ressemblent à ça. Eh ben non, c'est plus compliqué que ça. Hélas, notre cerveau, il aime bien la simplicité, et là, on tombe dans un piège. Enfin, on a la publicité qui n'est pas triste non plus, hein. Quand Accor Hotel a rouvert ce qu'on appelait le POPB, le Palais Omnisport Paris-Bercy, qu'il avait racheté en 2016,
On a une femme, voyez en bas, qui est à genoux, et ben la pub, c'est le seul lieu où les femmes sont à vos pieds, ou alors le seul lieu où on peut peloter des stars sans se soucier des conséquences. Ça, aujourd'hui, déjà à l'époque, ça a fait scandale, hein, ça a duré 48 heures la pub dans le métro, mais aujourd'hui, il y aurait des plaintes à foison contre Accor-Hôtel. C'est évident. On a aussi des choses un peu plus trash encore, hein, avec la crème Babette, que je lis, que je fouette et parfois qui passe à la casserole. Voilà, des choses comme ça, il y en a eu plein, il y en a toujours plein. J'aurais pu vous prendre aussi des exemples avec Banania, voilà, accusé de racisme. Il y a plein de choses comme ça. Donc voilà, ça c'est pour vous donner quelques éléments de compréhension sur les stéréotypes. Vous voyez un peu voilà, tout ce qui peut exister en termes de facteurs d'explication. On pourrait rajouter aussi, mais je vais aller très très vite là-dessus parce que c'est voilà, c'est juste pour votre culture générale. Il y a deux théories aussi qui sont à prendre en compte. C'est la théorie de la dominance sociale, c'est-à-dire que voilà, nous sommes une société inégalitaire avec des groupes dominants, des groupes dominés, et donc les groupes dominants vont tout faire pour que les dominés soient mis au banc de la société. Par exemple, de dire que les immigrés profitent du système social français. Sauf qu'on a des chiffres qui montrent que c'est pas vrai. Déjà, quand on est immigré, on n'a pas le droit pendant 6 mois de toucher la moindre aide. Donc voilà. Donc ça, c'est une exposition qui s'appelle 50 assauts contre l'exclusion. Vous retrouvez facilement sur Internet où justement le but, c'est de démonter un peu ces stéréotypes. Moi, notamment, il y en a un, moi, qui me choque toujours. C'est qu'il y a souvent des reportages sur la fraude sociale. Alors, les chiffres de l'expo, elles sont un peu anciennes. On n'est plus du tout sur ces montants-là. Les derniers chiffres qui datent de 2019, on était à 1 milliard d'euros de fraude sociale, c'est-à-dire à l'assurance chômage, l'assurance maladie, la CAF. Ça, c'est vrai, il y a 1 milliard de, de, de fraude sociale. Ça, c'est un chiffre qui est tout à fait, à mon avis, juste. Par contre, on parle beaucoup plus rarement de la fraude fiscale, c'est-à-dire les employeurs, les particuliers qui ne déclarent pas certaines valeurs aux impôts, voilà, la fraude à l'impôt notamment. Là, c'est pas 60 milliards, aujourd'hui on évalue à 100 milliards. Donc entre 1 milliard et 100 milliards, pour moi, le sujet d'actualité, il n'est pas celui qui est médiatisé actuellement. Et surtout quand on sait qu'il y a environ 5 milliards d'euros d'aides sociales qui ne sont pas versées aux ayants droit, je me dis que vraiment, des fois, on se moque un peu de nous. Et puis l'autre théorie, c'est la théorie des rôles sociaux, c'est-à-dire la théorie notamment qui permet de... Eh bien, c'est l'exemple des couleurs. Tout à l'heure, je vous parlais des filles et des garçons. On va dire que la fille doit jouer à l'intérieur, doit apprendre à être future ménagère, l'homme, il doit être dehors parce qu'il va faire le jardinage, le bricolage, il doit être manuel, intellectuel, il doit être grand, il doit être fort, etc. Donc voilà, ça c'est des exemples, voilà, de théories. Voilà, ça c'est juste pour votre culture générale, mais c'est juste pour vous donner quelques éléments à ce sujet. Tout ça, ça a des conséquences, notamment ce qu'on appelle le préjugé, c'est-à-dire le fait, là, individuellement, de juger une personne sans la connaître. C'est en France, je vais reprendre l'exemple des Français, nous avons des stéréotypes en commun, mais on n'a pas forcément les mêmes préjugés. C'est-à-dire qu'on va coller des étiquettes aux gens, collectivement à peu près les mêmes, comme sur les habitants des États-Unis, mais on ne va pas forcément les juger de la même manière. Pour certains, les Américains, on va les juger positivement parce que ils ont fait de grandes avancées scientifiques. C'est vrai. Et d'autres vont les juger négativement en disant bah, c'est des racistes. Regardez les policiers, avec George Floyd notamment. Donc le préjugé, il est vraiment différent. Là, si chacun d'entre nous, on n'a pas les mêmes préjugés. Je vais vous donner juste un exemple qui là concerne la jeunesse. Les jeunes sont feignants. Pourquoi dit-on que les jeunes sont feignants? Eh bien, on dit que les jeunes sont feignants parce que depuis toujours, on les considère ainsi. C'est dire la reproduction de ce schéma de stéréotype. Voici un exemple d'une phrase. Les jeunes d'aujourd'hui aiment le luxe, ils sont mal élevés, méprisent l'autorité, n'ont aucun respect pour leurs aînés et bavardent au lieu de travailler. Je vous invite à mettre en pause et à réfléchir à une date, une période historique, un siècle, où a été prononcée cette phrase. Je vous laisse réfléchir et ensuite je vous donne la réponse.
Voilà, vous avez fait pause, peut-être. Cette phrase, elle a 2500 ans, c'est le philosophe Socrate qui l'a prononcée, et qui pourrait très bien s'appliquer aux jeunes d'aujourd'hui. C'est dire à quel point, dans notre société occidentale, nous avons une vision négative de la jeunesse. À part pour les présidentielles, globalement, les jeunes, on les met de côté. Comme ils votent pas, ils ont moins d'importance. Par contre, les adultes, il faut les bichonner, ils votent, donc il faut absolument les brosser dans le sens du poil. Le, les jeunes, en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, et aujourd'hui, moi, j'arrive à un âge où, voilà, j'ai des enfants qui commencent à être grands, et je me rends bien compte que, voilà, la jeunesse que j'ai vécue n'est pas la leur. On a des points communs. Par exemple, j'ai une fille qui est très portée sur la culture asiatique, notamment la K-pop. Bah, moi aussi, j'ai baigné là-dedans parce que quand j'étais gamin, oui, on était les premiers à regarder Goldorak, Albator, Capitaine Flamme. Voilà, on a vu débarquer Bioman, Dragon Ball, Olive et Tom. Voilà, et c'est différent. Mais d'une génération à une autre, il ne s'agit pas de dire que c'était mieux avant. Le c'était mieux avant, c'est dramatique parce que c'est intellectuellement faux. C'est juste différent. Moi, j'ai grandi avec la première console de jeu qui était le Pong, qui se branchait sur la télé. Mon premier ordinateur, c'était un MO5 Thomson, qui se branchait également sur la télé avec un langage basique. C'était du basique. Pour charger un jeu, il fallait compter entre 10 et 15 minutes quand même. Donc c'était quand même assez long. C'était très pixelisé, bien évidemment. On avait le Minitel par Internet, on avait le Minitel, qui était le top de la technologie de l'information et de la communication dans les années 80 au niveau mondial. On avait que 3 chaînes de télé, puis après on a eu dans le milieu des années 80, on est arrivé à 6 chaînes, mais pas plus. Aujourd'hui, on en a plus de... Je sais même plus combien il y en a avec les box. Euh, on avait la cassette audio, on avait le CD, maintenant tout est dématérialisé. On avait le vinyle, mais c'était la fin du vinyle. Voilà, on ne vit pas la même chose. Ma fille est née, elle est grandie dans un monde où Internet a toujours existé. Donc pour elle, le monde sans Internet est inimaginable. Et c'est normal. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'en tant qu'adulte, on doit non pas chercher à juger, mais à comprendre pourquoi les jeunes ne perçoivent pas les choses de la même manière. Aujourd'hui, moi, je suis très agacé par mes apprenants qui sont toujours avec leur téléphone portable. J'avoue que ça, moi, ça me dépasse. J'aime bien, hein, pourtant, j'adore passer du temps sur mon téléphone, à jouer, à faire des choses. Mais je suis en cours, quoi. Enfin, voilà. Mais il y en a qui sont complètement incapables, qui qui reconnaissent qu'ils sont accros. Et là, ça devient d'une addiction, donc une maladie. Mais ça, c'est des cas extrêmes. Comme on disait que il ne faudrait pas dire que tous les jeunes sont des accros au téléphone portable. C'est pas vrai. Comme nous, on disait à notre époque que on allait s'abrutir en regardant le Club Dorothée et que les dessins animés étaient ultra violents. Bon, c'est vrai qu'on a eu Ken le survivant qui était quand même un poil limite et qu'il y avait des très jeunes qui regardaient ça, c'est quand même assez trash. Mais à part ça, voilà, c'était pas non plus. Voilà, on n'en est pas tous morts, on est tous à peu près sortis indemnes, si je puis dire, mais voilà. Donc, les jeunes sont feignants, c'est quelque chose qui perdure, qui est très ancien, et qui a une conséquence, c'est qu'aujourd'hui, on est à peu près à 2% de discrimination liée à l'âge. Pour finir sur les étapes, eh bien, de ce préjugé, c'est là que vont apparaître les premières idéologies par la stigmatisation, notamment le racisme, le sexisme et l'homophobie, où en fait le processus, on idéologise notre rapport à autrui. Et puis vient après la discrimination. Donc ça, on en a parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais voilà, qui vont amener derrière une exclusion des personnes, parce que quand on est discriminé dans l'emploi tout le temps, dans l'accès au logement, bah oui, on est exclu de la société. Voilà, je m'arrête là sur le processus. On va passer par des mises en application.